C'est sous l'emprise d'une grande tension que j'écris ces mots, puisque cette nuit sera ma dernière. Sans le sou, je suis au bout de mes réserves de drogue. Cette drogue qui, seule, peut me rendre la vie supportable. Je ne saurais endurer plus longtemps cette torture. Je vais donc me jeter dans la rue sordide depuis la fenêtre de ma mansarde. Ne croyez pas, parce que je suis l'esclave de la morphine, que je sois faible ou dégénéré. Lorsque vous aurez lu ces pages griffonnées à la hâte, vous comprendrez peut-être, bien qu'il vous soit impossible d'appréhender l'entière vérité, pourquoi, à défaut d'oublier, je dois mourir. C'est dans l'une des régions les plus désertes du vaste Pacifique que le paquebot dont j'étais le subrécargue tomba sous les coups d'un contre-torpilleur allemand. La Grande Guerre commençait à peine, et les forces navales ennemies ne s'étaient pas encore abaissées à la barbarie qui finirait par les caractériser. Le destroyer nous arraisonna donc légalement, et l'équipage dont j'étais fut traité avec toute la considération et toute l'équité due aux prisonniers de guerre. D'ailleurs, nos geôliers se montrèrent si tolérants que, 5 jours seulement après notre capture, je parvins à m'échapper, seul, sur un petit bateau, avec d'abondantes provisions d'eau et de vivres. Lorsque je fus libre et suffisamment loin, je me rendis compte que je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais. N'ayant jamais été bon marin, je ne pus que supposer, à la position du soleil et des étoiles, que j'étais un peu au sud de l'équateur. J'ignorais tout de la longitude de ma position, et ne voyais ni île ni côte qui auraient pu m'aiguiller. Le temps était au beau fixe, et, pendant de nombreux jours, je voguais sans but, sous un soleil de plombe, espérant croiser un navire ou échouer sur les rivages de quelque terre habitable. Mais comme ni l'un ni l'autre ne se produisait, je commençai à désespérer, seul, sur les infinies et mouvantes vastitudes d'azur. Le changement survint alors que je dormais. Je n'en connaîtrai jamais les détails car, malgré un sommeil troublé et infesté de rêves, je tardai à me réveiller. Quand, enfin, cela se produisit, je m'aperçus que j'étais à moitié enfoncé dans une substance gluante d'un noir infernal. Le bourbier, parcouru d'ondulations monotones, s'étalait à perte de vue dans toutes les directions. J'aperçus mon bateau enlisé à quelque distance. Contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, ma première réaction face à ce changement si radical et inattendu dans la nature du paysage ne fut pas la stupéfaction. Je fus plutôt saisi de panique, car l'air et le sol pourrissant avaient quelque chose de sinistre qui me glaçait d'effroi. Les carcasses de poissons en décomposition et les autres formes indescriptibles que je voyais affleurer à la surface de la vaste plaine fangeuse faisaient régner une odeur pestilentielle. Peut-être est-il vain de tenter de mettre des mots sur l'indicible hideur que peut receler une immensité stérile et absolument silencieuse. Il n'y avait rien à écouter, ni rien à voir, à part une infinie étendue de vases noirs. Et cependant, l'immobilité et l'uniformité du paysage firent naître en moi une peur si oppressante qu'elle me donnait la nausée. Le soleil flamboyait dans un ciel cruel qui me semblait presque noir tant il était dénué de nuages. J'avais d'ailleurs l'impression d'y voir se refléter le marais d'encre qui s'étendait sous mes pieds. Tout en me traînant pour regagner mon bateau échoué, je compris qu'une seule théorie pouvait expliquer la situation dans laquelle je me trouvais. Quelques bouleversements volcaniques sans précédent avaient dû faire remonter à la surface un morceau de plancher océanique, exposant par là même des régions cachées sous d'insondables profondeurs aquatiques durant des millions et des millions d'années. Cette nouvelle terre était si grande que, même en tendant l'oreille, je ne percevais pas le moindre bruit de vagues. D'ailleurs, nul oiseau marin ne venait se repaître des cadavres. Je passai plusieurs heures, assis, à réfléchir dans mon bateau. Comme il était couché sur le côté, il me protégeait quelque peu du soleil qui traversait les cieux. À mesure que la journée avançait, le sol perdait en adhérence. Je fis l'hypothèse qu'il serait bientôt suffisamment sec pour me permettre de m'y aventurer à pied. Cette nuit-là, je dormis peu. Le lendemain, je préparai un paquetage de vivres et d'eau afin de partir en quête de la mer disparue et d'un possible sauvetage. Le troisième matin, le sol était suffisamment sec pour que je puisse le fouler sans difficulté. L'odeur de poisson pourri était insupportable, mais mon salut m'importait trop pour que je me soucie de ce genre de désagrément. Je partis donc bille en tête vers une destination inconnue. Je marchai toute la journée en direction de l'ouest, guidé par un lointain monticule qui paraissait être le point culminant de ce désert ondoyant. La nuit venue, je campai, puis, lorsque le soleil se leva, je repris ma route vers le tertre,
même s'il me semblait à peine plus proche qu'au premier jour. Le quatrième soir, j'atteignis le pied de la colline, qui s'avérait bien plus haute qu'elle ne m'était apparue de loin, car une vallée s'étendait en travers de mon chemin, ce qui accentuait le relief du tertre par rapport au reste de la surface. Trop fatigué pour entamer l'ascension, je dormis à l'ombre de la colline. J'ignore pourquoi mes songes furent si délirants cette nuit-là. Mais avant que la lune blêmissante et incroyablement gibbeuse n'ait eu le temps de s'élever de beaucoup au-dessus de la plaine orientale, je me réveillai, couvert d'une sueur glacée. Je pris la décision de ne pas me rendormir. Les visions dont j'avais rêvé étaient trop insoutenables pour que j'accepte de me les infliger de nouveau. Et à la lumière de la lune, je vis combien j'avais été imprudent de voyager de jour. Sans ce soleil aveuglant et brûlant, l'expédition m'aurait coûté moins d'énergie. Je me sentais d'ailleurs en état de faire l'ascension qui, quelques heures seulement auparavant, m'avait semblé impossible. Après avoir ramassé mon pactage, je me dirigeai vers la crête de la colline. J'ai dit que l'irrémédiable monotonie de la plaine avait éveillé en moi une horreur sourde. Mais je pense que cette horreur devint plus forte lorsque je parvins au sommet de l'éminence. Car en regardant de l'autre côté, je vis un gouffre ou un canyon insondable dont les recoins noirs étaient hors de portée de la lune encore trop basse. J'avais l'impression de me trouver au bord du monde et de contempler un chaos sans fond où régnait une nuit éternelle. Étrangement, malgré ma terreur, je me rappelais des passages du paradis perdu, en particulier Satan, escaladant les horribles parois brutes du royaume des ténèbres. Comme la lune continuait de monter dans le ciel, je m'aperçus que les bords de la vallée n'étaient pas aussi abrupts que je l'avais cru. Saillies et autres effleurements rocheux permettaient une descente relativement aisée, et, au bout de quelques centaines de pieds, la pente devenait beaucoup plus douce. Poussé par une impulsion indéfinissable, je descendis la paroi avec difficulté, puis, arrivé sur la pente moins dangereuse, je scrutai les profondeurs stygiennes, où aucune lumière n'avait jamais pénétré. Tout à coup, un objet gigantesque et singulier qui se dressait sur la pente opposée, à environ 100 mètres de moi, attira mon attention. Un objet blanc, sur lequel se reflétaient les rayons de la lune, désormais assez haute pour l'éclairer. Je fus vite convaincu qu'il s'agissait simplement d'un énorme bloc de pierre, mais j'avais la nette impression que sa silhouette et sa position n'étaient pas tout à fait naturelles. En l'observant plus attentivement, je fus envahi par des sensations que je ne puis exprimer, car, malgré sa taille titanesque et le fait qu'il se fût trouvé depuis la jeunesse du monde dans un abîme béant au fond des mers, je voyais bien que cet étrange objet était un monolithe bien formé, dont la masse imposante avait été travaillée et, peut-être, vénérée par des créatures vivantes et conscientes. À la fois stupéfait et effrayé, mais non sans ressentir le frisson du scientifique ou de l'archéologue au moment de la découverte, j'examinai plus attentivement les alentours. La lune, désormais proche de son zénith, brillait bizarrement, crûment, au-dessus des hauts escarpements qui bordaient la crevasse. Elle révéla la présence d'un cours d'eau perdu que ses méandres soustraillaient à la vue, à droite comme à gauche, mais dont les flots arrivaient presque au niveau de mes pieds. De l'autre côté de la crevasse, les vaguelettes léchaient la base du monolithe cyclopéen, à la surface duquel je distinguais à présent inscriptions et bas-reliefs rudimentaires. Les écritures, de type hiéroglyphique, m'étaient inconnues. Je n'avais jamais rien rencontré de semblable dans les livres. Elles se composaient principalement de symboles aquatiques, poissons, anguilles, pieuvres, crustacés, mollusques, baleines et autres animaux de ce genre. Plusieurs caractères représentaient des créatures marines inconnues du monde moderne, mais dont j'avais observé les corps décomposés sur la plaine surgie des abysses. Cependant, c'étaient les bas-reliefs qui me captivaient le plus. Leur taille était telle que je les voyais parfaitement malgré la distance, l'eau m'en tenant éloignée. Les sujets auraient éveillé la jalousie de Doré. Je pense que ces choses étaient censées représenter des hommes, ou, en tout cas, des sortes d'hommes, même si les scènes montraient les créatures folâtrant, tels des poissons, dans les eaux de quelques grottes sous-marines ou en pleine cérémonie dans un sanctuaire monolithique reposant lui aussi au fond des mers. Je n'ose décrire en détail leur visage ou leur forme, car au seul souvenir de ces images, je me sens sur le point de défaillir. D'une laideur dépassant l'imagination d'un Poe ou d'un Bulwer Lytton, elles avaient une allure générale odieusement humaine, malgré leurs pieds et mains palmés, leurs lèvres étonnamment charnues et molles, leurs yeux vitreux et globuleux, et d'autres traits plus déplaisants encore. Curiosité supplémentaire, ces créatures paraissaient sculptées sans aucun respect des proportions par rapport au décor qui les entourait.
Une scène en particulier montrait l'une d'elles tuant une baleine à peine plus grande qu'elle. Devant l'étrangeté de leur apparence et de leur taille, je décidai qu'il s'agissait simplement des dieux imaginaires de quelques peuplades primitives de pêcheurs ou de marins, une peuplade éteinte bien avant que naissent les premiers ancêtres des hommes de Piltdown ou de Néandertal. Abasourdi par cette vision inattendue d'un passé si reculé que le plus audacieux des anthropologues n'aurait pu le concevoir, je restai perdu dans ma contemplation, tandis que la lune jetait d'étranges reflets sur le cours d'eau silencieux. C'est alors que je le vis. Il y eut à peine un léger remous, puis il émergea des flots sombres. Ce gigantesque polyphème répugnant se jeta sur le monolithe et, tel le prodigieux monstre cauchemardesque qu'il était, l'entoura de ses longs bras couverts d'écailles, tout en baissant sa tête hideuse pour cracher des sons articulés. C'est, je crois, à cet instant précis que je perdis la raison. Je me souviens à peine de l'escalade frénétique de la pente et de la falaise, et du trajet délirant pour retourner au bateau. Je crois avoir beaucoup chanté, et avoir ri bizarrement quand je ne pouvais plus le faire. J'ai le vague souvenir d'un violent orage survenu quelque temps après que j'avais retrouvé mon embarcation. En tout cas, je suis sûr d'avoir entendu des coups de tonnerre et autres bruits que la nature n'aimait que lorsqu'elle est déchaînée. Quand je sortis des ténèbres, je me trouvais dans un hôpital de San Francisco, où m'avait déposé le capitaine du bateau américain qui m'avait trouvé en pleine mer. Dans mon délire, j'avais beaucoup parlé, mais on avait peu prêté attention à ce que j'avais dit. Mes sauveteurs n'avaient entendu parler d'aucun tremblement de terre dans le Pacifique. Je n'insistais pas. À quoi bon leur raconter mon aventure quand je savais que jamais ils ne me croiraient? Un jour, j'allais voir un célèbre ethnologue qui s'amusa de mes drôles de questions concernant l'antique légende philistine de Dagon, le dieu poisson. Toutefois, m'apercevant vite que j'avais affaire à un homme désespérément conventionnel, je coupai court. C'est la nuit, alors que la lune gibbeuse décline, que je vois la chose. J'ai essayé la morphine, mais la drogue, tout en ne m'offrant que de légers sursis, a irrémédiablement fait de moi son esclave. Je dois donc en finir, à présent que j'ai raconté toute mon histoire pour avertir mes contemporains. Peut-être se riront-ils de moi. Je me demande souvent si tout cela n'était pas un rêve pur et simple, si je n'ai pas été sujet à un délire fébrile alors que j'étais au soleil, dans mon canot, après mon évasion. Je me pose la question, mais la réponse me vient toujours sous la forme d'une vision horriblement réaliste. Je ne puis songer aux profondeurs abyssales sans frémir en imaginant les créatures innommables qui pourraient, en ce moment même, ramper et patauger sur le plancher océanique gluant, vénérer leurs vieilles idoles de pierre et sculpter leurs portraits écœurants sur des obélisques de granit trempés. Je rêve qu'un jour, elles sortiront des flots pour entraîner dans leurs griffes pestilentielles les misérables restes de l'humanité affaiblie par les guerres, du jour où les terres s'enfonceront et où le fond sombre des mers s'élèvera dans un chaos universel. La fin est proche. J'entends un bruit à la porte, comme si quelque gigantesque créature pesante à la peau glissante se frottait contre le bois. Elle ne me trouvera pas. Mon Dieu, cette main, la fenêtre, la fenêtre!